Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire consacré aux mobilités durables, comment les développer dans son organisation et inciter ses collaborateurs à y recourir. Cette semaine est la Semaine européenne de la mobilité durable et il nous paraît intéressant de profiter d'un webinaire pour vous rappeler les contextes et les obligations réglementaires sur ce sujet, mais aussi et surtout les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans vos organisations. Nous ferons ce webinaire à deux voix, ma collègue Laura Guégan et moi-même. Laura Guégan étant ingénieure, rédactrice Lefebvre Dalloz et moi je m'appelle Claire Touffet, je suis juriste et rédactrice également chez Lefebvre Dalloz. Nous allons vous présenter dans un premier temps, recontextualiser en fait les mesures de mobilité durable, vous rappeler les obligations réglementaires en la matière et vous présenter plusieurs bonnes pratiques. Tout d'abord, nous serions intéressés de savoir quelle est votre fonction et quel est votre secteur. Pour ce faire, je vous invite à aller en haut du chat. D'ailleurs, j'ai oublié de vous rappeler pour un petit point organisationnel que vous aviez le chat en bas à droite. Vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions pendant ce webinaire. Le support de présentation est téléchargeable en format PDF en haut, au-dessus ou au-dessous, je ne sais plus exactement, mais des sondages. Voilà pour les points organisationnels. Je vous lance j'ouvre les votes. Je vais vous présenter le contexte réglementaire et je clôturerai les votes ensuite. En termes de contexte réglementaire des mobilités durables, alors déjà, pour rappel, mais vous le savez, la mobilité durable, c'est le fait de recourir à des modes de déplacement qui sont compatibles avec les objectifs de développement durable. Rendre la mobilité plus durable, c'est un enjeu depuis de nombreuses années, notamment en France, au travers de plusieurs réglementations. Ça se voit, au travers de ces réglementations qui ont plus d'une vingtaine d'années, notamment la loi d'orientation des transports intérieurs, dite loi Lottie de 1982, qui a rendu possible la réalisation de plans de déplacement urbains. Dans les années 90, on note la loi LOR sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui, elle, a rendu ces plans de déplacement urbain obligatoires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ensuite, dans les années 2010, on peut noter la loi LTE-CV de 2015, donc relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui, elle, est une loi d'action et qui a rendu obligatoire les plans de mobilité pour les sites de plus de 100 salariés. Et enfin, même s'il y en a eu d'autres, mais très notables, la loi d'orientation des mobilités de 2019, qui comporte de nombreuses mesures et notamment vient renforcer le rôle des employeurs. La loi d'orientation des mobilités comprend 3 piliers. Le fait d'investir plus... excusez-moi, on va revenir sur le bon slide. Le fait d'investir plus et mieux dans les transports du quotidien, faciliter le déploiement de solutions pour permettre à tous de se déplacer et engager la transition vers une mobilité plus propre. Comme je vous l'ai indiqué, il y a plusieurs mesures à destination des employeurs, vous en voyez à droite, notamment l'intégration d'un volet mobilité dans la négociation annuelle obligatoire, un plan de mobilité employeur, un forfait mobilité durable. C'est Laura qui vous présentera ces mesures. Je vais juste clore le sondage et Laura commencera avec les obligations réglementaires. Alors, je ferme les votes. Alors, vous êtes... alors, du coup, il doit nous manquer certaines fonctions. Vous êtes 52%, donc plus de la moitié a indiqué que vous avez une autre fonction. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vous invite à indiquer dans le chat quelle est votre fonction. Sinon, nous avons principalement des RH, presque 39% dans notre public, 10% de HSE et 10% de représentants du personnel. Alors, si je vous ai... Excusez-moi, j'avais oublié de vous ouvrir le secteur. Je vais rajouter et on le gardera par la suite. Je suis désolée. J'ai ouvert le secteur. Donc, je laisse la parole maintenant à Laura pour commencer avec les obligations réglementaires. Bonjour à tous. Merci Claire pour cette partie introductive. Donc, on va maintenant passer à la partie réglementaire qui va se dérouler en 6 points, donc avec une majorité d'obligations issues de la LOM ou qui ont été renforcées par la LOM.
Tout d'abord, donc commençons avec les NAO, les négociations annuelles obligatoires, qui sont donc des négociations entre les représentants du personnel et la direction, qui concernent uniquement le secteur privé. La nouveauté avec la LOM, donc depuis le 1er janvier 2020, dans le secteur privé, et plus précisément les entreprises de plus de 50 salariés avec un délégué syndical ou les entreprises dans lesquelles plus de 50 salariés sont employés sur le même site, eh bien, ces entreprises doivent inclure un 8e thème sur la mobilité des salariés et plus précisément sur la mobilité entre leur lieu de résidence habituel, leur maison, leur appartement et leur lieu de travail, le bureau, l'entreprise. Donc, ce 8e thème de la mobilité des salariés est inclus dans la partie égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie et conditions de travail, QVCT, des NAO. Dans cette partie, on avait déjà donc 7 autres thèmes auparavant qui portaient notamment sur l'articulation vie professionnelle, vie personnelle ou encore la lutte contre les discriminations. Quelques exemples de mesures que peuvent contenir les NAO sur la mobilité des salariés. On va avoir tout ce qui est réduction du coût de la mobilité pour les salariés, également tout ce qui va être les mesures pour favoriser l'usage de modes de transport qu'on peut dire propres, ou encore tout ce qui concernera le télétravail, l'aménagement d'horaires ou les aménagements relatifs aux équipes. Toujours donc sur ces NAO, donc en cas d'absence d'accord collectif sur la mobilité des salariés, donc si les négociations n'aboutissent pas, l'entreprise aura l'obligation d'établir donc un PDME, un plan de mobilité employeur, qui contiendra donc différentes mesures de soutien au déplacement domicile-travail. Ce PDME, il devra être transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité, l'AOM, territorialement compétente, donc qui se situe sur la collectivité où est implantée l'entreprise. Petite précision, le PDME, il peut être imposé par un plan de protection de l'atmosphère, un PPA. On a des PPA, par exemple, dans les métropoles telles que Lyon, Marseille. On en a aussi à Grenoble, Avignon, Nice, Paris, Saint-Étienne ou encore Toulon. Et point à noter, il est possible de faire un PDME commun pour des entreprises qui seraient donc situées sur un même site. Toujours sur le PDME. Le PDME va être constitué donc de 5 étapes pour sa mise en œuvre. Donc, si on les explique un petit peu, on va tout d'abord avoir une évaluation de l'offre de transport existante au niveau autour de l'entreprise, et ensuite une évaluation de l'offre de transport projetée, donc ce qu'on aimerait avoir à terme. On aura ensuite une analyse des déplacements domicile-travail effectués par les salariés, mais également une analyse des déplacements professionnels, par exemple les déplacements chez les clients, sur des salons. Dans le PDME, il sera ensuite constitué d'un programme d'action qui devra être adapté à la situation de l'entreprise. On aura évidemment un plan de financement de ces actions et un calendrier de réalisation des actions qui devra être suivi et mis à jour. Plus spécifiquement, sur le programme d'action et sur son contenu, il devra être composé de mesures de promotion pour les transports alternatifs à la voiture individuelle. On entend par cela les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage, la marche, le vélo, etc. Autre mesure donc en matière de mobilité instaurée par la LOM, donc on a le FMD, le forfait mobilité durable. À la différence des NAO, le FMD il va concerner et le secteur privé et le secteur public, et il aura pour objectif donc principal d'encourager l'utilisation de moyens de déplacement durables et alternatifs à la voiture individuelle thermique. Le FMD, il faut savoir qu'il est venu remplacer et surtout élargir donc l'indemnité kilométrique voiture, l'IKV, et cela depuis 2020. Plus précisément, le FMD, donc en fait, c'est une prise en charge par l'employeur, donc qu'il soit privé ou public, de tout ou partie des frais qui sont engagés par les salariés qui se déplacent entre leur lieu de résidence habituel et leur travail. Ces déplacements, ils doivent être effectués par un certain nombre de modes de transport. Ce peut être les cycles ou cycles de pédalage assisté, donc vélo à assistance électrique, les EDPM, donc engins de déplacement personnel motorisé, des déplacements également effectués en covoiturage, que ce soit conducteur ou passager,
tout ce qui sera déplacement en transport public de personnes, excepté donc les frais d'abonnement de transport en commun où l'employeur a une obligation de prise en charge d'au moins 50% des frais d'abonnement de transport en commun. Et donc, dernier mode de transport éligible au FMD, ça va être tout ce qui est les autres services de mobilité partagée, comme l'autopartage. Il faut savoir que tout ce qui est montant, modalité et critères d'attribution du FMD sont déterminés par un accord collectif au sein de l'établissement. En cas d'absence d'accord collectif, on aura une décision unilatérale de la part de l'employeur qui sera réalisée à la suite d'une consultation des représentants du personnel. Ce qu'il est important de retenir sur le FMD, c'est qu'il a un caractère facultatif. À la différence donc de la prise en charge d'au moins 50% des frais d'abonnement de transport en commun, cette prise en charge est obligatoire. Le FMD est quant à lui facultatif et donc c'est selon la volonté de l'employeur et suivant la politique de mobilité qu'il souhaite mettre en place. Toutefois, les montants maximums et de cumul du FMD sont définis réglementairement et ils sont différents entre les secteurs privés et le secteur public. Si on prend tout d'abord le secteur privé, donc le FMD peut avoir un montant allant jusqu'à 700 € sans cumul avec l'abonnement de transport en commun en France métropolitaine, donc 400 € maximum pour les frais de carburant. Cette limite de 700 €, elle passe à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Et le seuil maximum est fixé à 800 € en cas de cumul avec l'abonnement de transport en commun. Pour la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, eh bien là, le FMD va aller de 100 à 300 € en fonction du nombre de jours de déplacement effectués chaque année, donc avec un mode de transport durable. Dans la fonction publique, il sera également cumulable avec l'abonnement de transport en commun. Et la liste des modes de transport éligibles au FMD est un petit peu réduite dans la fonction publique, donc vous pouvez la trouver en bas de la colonne de droite du tableau présenté à l'écran. À noter également que l'employeur peut verser ce forfait mobilité durable via un titre de mobilité, un petit peu sur le même modèle que les titres restaurants, que les tickets restaurants effectués pour tout ce qui est alimentation. Autre mesure issue de la LOM, il faut savoir que chaque année en France, on dénombre 40 000 décès qui sont dus à la pollution de l'air, donc c'est un chiffre issu de Santé publique France. Afin de faire face à cela, la LOM a mis en place les ZFEM, donc les zones à faible émission mobilité. Ces ZFEM, elles ont un impact sur les entreprises, mais également sur les collectivités et sur leurs collaborateurs. L'objectif des ZFEM, ça va vraiment être d'aller vers une meilleure qualité de l'air et pour cela, la circulation va être limitée aux véhicules les moins polluants. La LOM, elle est donc venue créer les ZFEM dans un premier temps dans les agglomérations qui dépassaient des seuils de qualité de l'air. Et donc ces ZFEM ont ensuite été renforcés par la loi Climat et Résilience. Et donc à partir du 1er janvier 2025, au sein des agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l'air qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé sont dépassées, eh bien dans ces agglomérations, on aura des ZFEM. En termes de chiffres, donc on va avoir 42 agglomérations qui seront concernées. Et donc avec ce chiffre croissant, on voit vraiment qu'on a de plus en plus d'employeurs et de collaborateurs qui sont donc concernés par les restrictions au sein des ZFEM. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est qu'on a eu quand même une amélioration des niveaux de qualité de l'air ces dernières années en France. De ce fait, le ministère de la Transition écologique a revu un petit peu le calendrier de restriction des ZFEM et il a donc assoupli les exigences pour les métropoles de Marseille, Strasbourg et Rouen. Initialement, ces 3 métropoles étaient territoires ZFE effectifs et elles seront, à partir du 1er janvier 2025, territoires de vigilance seulement. Il faut savoir donc qu'on n'a plus que 2 territoires ZFE effectifs, Paris et Lyon, où à partir du 1er janvier 2025, les véhicules critères 3 seront interdits. Et on a donc maintenant 40 territoires de vigilance, où à partir du 1er janvier 2025, ce sont les véhicules non classés qui seront interdits. Ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, c'est qu'il est vraiment important d'avoir un lien, que ce soit entre les employeurs et les collectivités, donc sur le sujet des mobilités de façon générale. Je vais maintenant repasser la parole à Claire qui va continuer sur d'autres mesures en matière de verdissement des flottes de véhicules. Merci Laura.
Concernant les flottes de véhicules, je vais vous on sait que pour, atteindre la neutralité carbone des transports d'ici 2050, il faut mettre, des mesures, réglementaires forcément en face et des actions concrètes des entreprises. C'est pourquoi depuis plusieurs années, on le voit bien dans les lois de finances, il y a un durcissement des malus, écologiques des véhicules les plus polluants et il y a une fin de vente des véhicules particuliers neufs utilisant des énergies fossiles, dits, véhicules thermiques, d'ici 2035. Ça va se concrétiser dans les entreprises par une obligation, lors du renouvellement des flottes automobiles, d'introduire des véhicules à faible émission. Pour, les entreprises du secteur privé, ce sont les entreprises de plus de 100 véhicules qui sont concernées et pour le secteur public, que ce soit les collectivités ou l'État et ses établissements publics, les flottes qui comportent au moins 20 véhicules. Comme vous le voyez, je ne vais pas tous vous les détailler, mais il y a un pourcentage de renouvellement à atteindre qui va jusqu'en 2030 actuellement et qui est donc, aligné pour le secteur privé et le secteur public de 70 de renouvellement de ces véhicules, d'ici le 1er janvier 2030 et c'est un peu plus restreint pour l'État et ses établissements publics puisque les 70 doivent être atteints au 1er janvier 2027. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de sanctions pécuniaires si on ne respecte pas, excusez-moi, ces obligations, mais on notera quand même l'existence d'un projet de loi qui a été déposé en janvier 2024 pour durcir ces mesures, mettre des sanctions pécuniaires en place et atteindre un quota de renouvellement de 90 au 1er janvier 2032. Donc venir encore renforcer le renouvellement des véhicules de flotte, automobile, que ce soit dans le privé ou dans le public. On notera que, voilà, on notera, c'est donné le principal sur ces obligations. On va parler parking maintenant, parce qu'il y a des obligations lorsque les employeurs, proposent, des parkings à leurs, salariés, de, prééquiper, les emplacements, pour le déploiement de bornes de recharge et il y a aussi des obligations d'équipement en bornes de recharge. Pour le prééquipement, pour les nouveaux parkings ou la reprise de parkings existants, donc il y a des histoires de permis de construire. Je ne vais pas tout vous détailler. Pour les autres cas, je vous invite à vous référer aux articles du Code de la construction et de l'habitation. Mais en tout cas, dans ce cas-là, des nouveaux parkings ou parkings existants ou rénovés avec un dépôt de permis de construire à partir du 11 mars 2021, parking comportant au moins 10 places de stationnement, il faut qu'il y ait un emplacement sur 5, c'est-à-dire 20% prééquipés pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques et 2% des places, avec un minima d'un emplacement, doivent être dimensionnées pour pouvoir être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les parkings existants, là sur la slide, je me suis focalisée sur les bâtiments tertiaires, mais comme je vous l'indiquais, pour les autres situations, vous pouvez regarder le Code de la construction et de l'habitation. Les parkings existants de moins de 40 places, c'est 10% des places qui doivent être prééquipées pour, le déploiement de bornes de recharge et quand les flottes font plus de 40 places, c'est 20% de ces places. L'équipement des bornes de recharge, c'est aussi les bâtiments neufs et se soumis à des rénovations importantes comportant au moins 10 places de stationnement. Dans ce cas-là, il y a 2 places qui doivent être équipées de bornes de recharge minimum, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite. Pour les bâtiments existants, et vous voyez le petit astérisque que je vous expliquerai après vous avoir détaillé, c'est à partir du 1er janvier 2025, une borne de recharge pour les véhicules électriques, hybrides ou rechargeables doit être mise en place par tranche de 20 emplacements, avec une au moins réservée aux personnes à mobilité réduite. Pour les bâtiments existants, il y a une petite condition, c'est sous réserve que les travaux d'adaptation en amont de la TGTB, donc c'est la gestion électrique du bâtiment, ne soient pas supérieurs au coût en aval. Toujours en matière de parking, mais sur les vélos, il y a l'obligation, à partir du moment où on propose un parc de stationnement de véhicules pour ses salariés, de, prévoir parallèlement un parking à vélo sécurisé. Les critères techniques de cet espace ont été déterminés par un décret et un arrêté de 2022. Vous voyez les effectifs. Outre le fait qu'ils doivent être sécurisés, avoir un arbre pour pouvoir, mettre les vélos, il y a un pourcentage suivant la nature du bâtiment, de pourcentage, de ces espaces, donc 15 de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment, par exemple, pour les bâtiments, tertiaires qui constituent principalement un lieu de travail.
Concernant les déplacements professionnels, la loi climat et résilience d'août 2021 est venue interdire les vols intérieurs lorsqu'un trajet en train existe en moins de 2 h 30. Donc vous devez l'avoir en tête, plus que ça, l'appliquer, notamment dans votre politique de déplacement d'entreprise, puisqu'il faut être vigilant là-dessus quand les salariés se déplacent pour un motif professionnel. Par inadvertance, j'ai lancé le sondage, plus tôt que prévu sur les mesures que vous aviez mis en place, mais il est resté ouvert. Donc je vous invite à répondre au sondage. Nous allons entamer les bonnes pratiques en matière de mobilité durable. Tout d'abord, ah, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors je suis désolée, je ne sais pas où est-ce que vous ne m'avez plus entendue. En tout cas, j'ai indiqué pourquoi il fallait aller plus loin que les obligations réglementaires et là, je vous indique qu'il faut partir d'un état des lieux pour faire un diagnostic des trajets domicile-travail pour ce faire. Donc avec le fichier DRH qui permet c'est pragmatique, hein, ça vous donne les adresses, de vos collaborateurs par rapport au lieu de travail. Vous pouvez à peu près estimer les moyens de transport qu'ils utilisent. Mais ça a le défaut de ne pas, vous donner les verbatims, enfin les besoins réels des collaborateurs. C'est pourquoi il faut coupler ce fichier DRH avec une enquête collaborateur, avec à la fois des questions ouvertes et des questions fermées, pour avoir ces verbatims, recueillir leurs besoins et vérifier finalement ce que vous pouviez déduire par rapport pour avoir une vraie carte des trajets de vos collaborateurs. Ça peut aussi vous permettre de voir s'il y a ce qu'on appelle un report modal, le fait que vos salariés puissent recourir à des moyens de mobilité douce, par rapport à de l'autosolisme, par exemple, avec une voiture, un véhicule léger. En termes de bonnes pratiques, on vous a mis plusieurs choses et la première, c'est de réduire à la source le besoin de mobilité. C'est un petit peu, comme en santé sécurité, regarder à la source dans plusieurs objectifs. Faire que les salariés viennent de moins loin et puis se rendre sur le lieu de travail à pied ou à vélo. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne peut pas obliger un salarié à venir, habiter à côté de son lieu de travail, mais on peut prendre en compte on peut voir que s'il est loin ou non, ce qu'on a fait dans l'état des lieux. Et enfin, venir sur son lieu de travail à pied ou à vélo, j'ai bien conscience que suivant l'endroit où on est, on ne peut pas recourir forcément à ces mobilités douces, hein. Dans les agglomérations, les grandes agglomérations, on va pouvoir le faire. En banlieue, ça devient plus compliqué. Quand on est en province, ça peut parfois être plus que compliqué. Mais si c'est possible, c'est bien d'inciter les collaborateurs à y recourir s'ils en ont l'envie.
De même, un des objectifs, c'est de faire que les salariés viennent moins souvent sur site ou qu'ils ne rentrent pas chez eux déjeuner, par exemple, donc ne pas multiplier les déplacements. C'est pareil, évidemment, le télétravail peut, on en parlera par la suite, peut aider à faire ça, mais il faut garder le lien social. Il faut bien évidemment ne pas avoir un total télétravail, il faut un lien social, il faut garder le lien avec l'entreprise pour avoir une bonne expérience, en tant qu'employeur et salarié. Bien évidemment. C'est juste que là, on vous donne quelques pistes, notamment le fait de rechercher des sites au plus proche des salariés, avec le diagnostic qu'on a fait précédemment, notamment pour les employeurs multisites. On peut envisager un salarié qui va se rendre sur un site qui n'est pas son site de rattachement, mais qui va trouver d'autres collègues suivant ses projets. Ou encore, quand on parle de ne pas rentrer chez soi pour le déjeuner, ça peut être proposer des services intéressants pour les salariés qui puissent aussi avoir le lien social avec des frigos connectés, une cantine, des lieux accueillants. Donc c'est vraiment dans la qualité des services que vous offrez que ça peut permettre de réduire à la source le besoin de mobilité de vos collaborateurs. L'implantation du site, c'est très important. En cas de projet d'implantation ou bien de déménagement, prendre en compte la mobilité dès la réflexion de ce déménagement ou de cette implantation de site avec les enjeux multiples qu'on a déjà pu voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous doutez bien, l'impact carbone, les conditions de travail. Et donc, il faut faire l'état des lieux pour voir où sont localisés vos collaborateurs pour implanter au mieux, à la fois pour votre entreprise et pour les collaborateurs. Car on le sait, plus on va dans les zones rurales et plus le recours à la voiture individuelle est utilisé. Nous allons voir maintenant les bonnes pratiques de réduction de la fréquence des trajets. Je vous en parlais, le télétravail devient une deuxième solution finalement pour réduire le besoin de mobilité puisque, on le sait, plusieurs études l'ont démontré, il y a plein d'actifs en emploi qui ne peuvent pas télétravailler. Mais tout de même, ça reste un poste qui peut permettre de réduire les émissions de CO2 puisqu'on sait qu'une journée de télétravail, c'est équivalent à moins 4,5 kg de CO2 liés au trajet domicile-travail en moyenne. Attention toutefois aux effets rebonds, c'est-à-dire les consommations qui sont faites au domicile du salarié. Mais on voit que c'est de l'ordre de 2 il me semble, sur une étude de l'ADEME qui est sortie en début d'année. On peut également recourir aux tiers-lieux. Donc les tiers-lieux, soit internes avec du corpo working notamment, comme je vous l'ai indiqué précédemment, aller sur un site qui n'est pas son site de rattachement, mais qui est le site de sa société ou du groupe. Et en externe, c'est la location d'espaces de coworking qui peut être faite au plus proche de son lieu de travail, tout en gardant un lien social. Je laisse La parole à Laura qui va vous parler des bonnes pratiques en matière de réduction des. Merci Claire. Donc après, comme nous l'a dit Claire, après avoir donc réduit le besoin de mobilité à la source et après avoir réduit donc la fréquence des trajets, l'employeur peut mettre en place différentes mesures pour réduire l'usage de la voiture. Donc, quelles sont les solutions ? L'employeur va avoir la possibilité donc de développer les mobilités actives auprès de ses collaborateurs, dont la marche. Par mobilité active, on entend donc les modes de déplacement où la force motrice humaine est nécessaire, que ce soit avec ou sans assistance motorisée. La marche, elle va être performante donc majoritairement pour des trajets courts, allant de 1 à 2 km, puisqu'on va mettre environ un quart d'heure à faire 1 kilomètre, une demi-heure pour en faire 2, donc ça va être des temps de trajet domicile-travail qui vont rester raisonnables. Elle est également écologique, économique et bonne pour la santé. Afin de développer ce mode de transport auprès de ses collaborateurs, l'employeur il va avoir différentes pistes d'action. Donc on en a identifié 4 principales, bien sûr il en existe d'autres. Tout d'abord, faire attention à l'implantation et à l'accès au site. Donc il est important que le site ne soit pas uniquement situé le long d'un grand axe de circulation, mais que ses abords soient sécurisés et qu'il y ait notamment une voie piétonne pour se rendre au site. Pour cela, l'employeur peut être force de proposition auprès du gestionnaire de voirie pour mettre en place une voie piétonne sécurisée. Dans un second temps, concernant tout ce qui est équipement et infrastructure, l'employeur peut participer financièrement à l'achat d'équipements de marche. Donc, on entend notamment tout ce qui va être chaussures, bâtons de marche, éclairage, gilets.
vêtements de pluie également. Pour tout ce qui est mise à disposition d'infrastructures dédiées, l'employeur peut mettre à disposition des vestiaires, des sanitaires ou encore des casiers. En matière de formation et d'information, il peut être judicieux de déployer des expositions, des témoignages de marcheurs, que ce soit en interne, en externe, d'associations, d'avoir des formations ou de communiquer sur tout ce qui est les itinéraires piétons existants, les cartes, les plans autour de l'entreprise, également sur les règles de sécurité de base à adopter, que ce soit signalisation au niveau des panneaux ou encore de quel côté de la route faut-il marcher pour être le plus en sécurité. Dernier point pour la marche, donc tout ce qui va être challenge de copiétonnage, avec là l'organisation d'événements sur le thème de la marche. Par exemple, la mise en place de pédibus. C'est vrai qu'on retrouve plutôt ça au niveau scolaire, mais cela peut être mis en place pour tout ce qui est professionnel, donc avec des personnes qui viennent au travail à pied en même temps. Et on peut aussi avoir des challenges inter-entreprises afin de motiver de nouveaux marcheurs. Autre mode actif à promouvoir, le vélo. Le vélo, il va être performant donc sur des trajets un petit peu plus longs pour la marche, allant de 5 km quand on va avoir un vélo traditionnel à 7 km quand on a plutôt un vélo à assistance électrique. Et il sera plus performant surtout en milieu urbain, en ville, puisque le vélo va rouler en moyenne à 15 km/h quand la voiture roulera seulement à 14 km/h. Pour développer le vélo auprès des collaborateurs, l'employeur peut mettre en place une flotte de vélos, donc une flotte de vélos soit en autopartage, vélo de service ou vélo de fonction. Et à noter qu'il existe une réduction d'impôt pour l'employeur qui peut aller à hauteur de 25% du prix d'achat de la flotte de vélos. Là aussi, il est important de faire attention à l'implantation et à l'accès au site pour avoir une piste cyclable qui vient jusqu'à l'entreprise ou jusqu'au site de travail. En matière de parking à vélo, donc là, c'est pas un conseil, c'est une obligation. L'employeur a l'obligation de mettre en place un parking à vélo en fonction du type de bâtiment, comme l'a dit Claire précédemment. Et il est bon que les parkings soient évidemment situés dans le site, mais aussi faciles d'accès, qu'ils soient couverts, sécurisés et avec des arceaux fixes, c'est préférable pour les cyclistes, et suffisamment de place donc pour accueillir tous les collaborateurs souhaitant se rendre à vélo sur leur lieu de travail. Autre point en matière de formation, d'information. Donc en formation, l'employeur peut proposer des formations de remise en selle ou à la sécurité générale. Il peut aussi donc mettre à disposition des équipements de sécurité, casques, gilets, lumières, catadioptres, et communiquer donc tout ce qui va être les données sur le vélo, par exemple le bilan carbone, les émissions de gaz à effet de serre qui auront été évitées grâce aux déplacements réalisés à vélo. Et enfin, l'employeur peut communiquer tout ce qui sera les vélocistes autour de l'entreprise, les associations cyclistes existantes ou encore les aides financières disponibles. Toujours sur le vélo, d'autres mesures existantes. Donc, on va avoir les événements vélo. Il est possible que l'employeur se rattache à des événements nationaux, voire internationaux, tels que la Semaine européenne de la mobilité ou encore Mai à vélo au niveau français. Il est également possible d'organiser des journées de tests de vélo, donc afin de faire tester aux collaborateurs et peut-être les faire adhérer à la pratique cycliste. L'employeur peut aussi mettre en place des ateliers de réparation de vélo en s'associant par exemple à des maisons du vélo ou des cafés de réparation. Il peut aussi fournir un kit de réparation à ses salariés donc pour effectuer des petites réparations basiques. Nouveauté qui date de cette année, donc on a eu la création d'un label employeur pro vélo qui vient récompenser les employeurs qui mettent en place donc des mesures en faveur de la pratique cycliste selon un référentiel qui a été créé par la Fédération des usagers de la bicyclette. On va avoir 3 niveaux de labellisation pour ce label qui vérifiera donc que des solutions vélo sont proposées, des services vélo, mais également que des mesures sont mises en place au niveau des clients et des fournisseurs en faveur de la pratique cycliste. Dernier point pour le vélo, concernant la subvention obligatoire, on en a parlé tout à l'heure pour les transports en commun, mais elle existe également pour tout ce qui va être abonnement à un service public de location de vélo utilisé pour les trajets domicile-travail, donc avec une prise en charge d'au moins 50% de cet abonnement. Autre solution donc, pour réduire l'usage de la voiture individuelle thermique, les engins de déplacement personnel motorisés, les EDPM. Ils ont été définis par le Code de la route
code de la route, donc qui a précisé cette nouvelle catégorie d'engins, également les statuts de cette catégorie d'engins, les équipements qui sont obligatoires dessus, les règles de circulation, les obligations d'équipement des utilisateurs aussi. Il faut noter qu'on a eu vraiment un développement important de ces EDPM ces dernières années en tant que nouvelle solution de mobilité, avec une présence de plus en plus forte, surtout dans les villes, donc vous avez dû le remarquer. Dans ces EDPM, on retrouve notamment tout ce qui est scooter électrique ultra léger, les trottinettes électriques, les overboards, gyroskates, gyropods, segway ou encore les monoroues. À noter que pour les employeurs, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est risque routier, avoir une vigilance particulière, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a eu une augmentation des accidents de trajet dus aux EDPM. D'après donc les chiffres de l'assurance maladie risque professionnel, en 2021, donc on a eu 8% d'accidents de vélo et de trottinette parmi les accidents de trajet, donc une augmentation de 18,6% entre 2020 et 2021. Donc quand même augmentation significative de ce taux d'accidents de trajet à cause des EDPM. Pour faire face à cela, l'employeur peut fournir des équipements de sécurité, comme on l'a vu précédemment pour le vélo notamment, et surtout rappeler la réglementation en vigueur pour les EDPM, que ce soit les règles générales d'équipement, les voies de circulation obligatoires et surtout les sanctions qui sont encourues en cas d'infraction. Passons au transport public collectif urbain et interurbain, donc plus communément appelé transport en commun. Je vais un petit peu vite sur les slides. Donc sur cette première slide, on peut voir que les transports en commun sont quand même bien moins impactants au niveau environnemental que la voiture individuelle thermique. Dans les transports en commun, on retrouve notamment tout ce qui va être tramway, métro, RER transilien, tout ce qui est bus, que ce soit électrique, thermique ou fonctionnant au GNV, et aussi les autocars. Donc à titre d'exemple, la voiture individuelle thermique va émettre pour un trajet de 10 km 2,18 kg de CO2, quand, par exemple, le bus électrique n'émettra que 0,22 kg de CO2. Donc, on a vraiment un différentiel important. L'objectif de ces transports en commun, ça va être de déplacer donc plusieurs personnes ensemble sur un même trajet et au sein d'un même véhicule. Pour augmenter le recours au transport en commun auprès des collaborateurs, eh bien, l'employeur peut aller plus loin que l'obligation réglementaire de prise en charge de 50% de l'abonnement de transport en commun. Il peut aller jusqu'à la prise en charge, bien sûr, de 100% de cet abonnement. Il faut également faire attention en cas de déménagement ou en cas de création d'un nouveau site, à la localisation et à l'implantation de ce site et prendre en compte donc la disponibilité des transports en commun à proximité. Si le site, bien sûr, est déjà implanté, dans ce cas-là, il faut vraiment être moteur auprès de la collectivité pour demander la mise en place d'un réseau de transport en commun. Enfin, l'employeur peut proposer donc à ses salariés des navettes entreprises ou bien s'associer avec d'autres entreprises lorsque les sites sont difficilement accessibles, et cela permettra donc d'éviter l'autosolisme. Dernier recours, donc s'il est impossible de ne pas recourir à la voiture, on va pouvoir réduire l'impact environnemental des voitures. Pour cela, plusieurs solutions existent. La première peut être le covoiturage. Le covoiturage qui est donc défini par le Code des transports. Pour le développer au sein d'une organisation, l'employeur peut proposer un service de covoiturage, par exemple via une plateforme de mise en relation, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise, mais également via une carte de géolocalisation, donc qui permet de voir les covoitureurs potentiels et d'être mis en relation donc avec d'autres entreprises proches de la sienne. En matière de promotion, communication et formation, donc sur ce point, il peut être bien d'organiser différents événements de type petit déjeuner dédié aux covoitureurs, également de communiquer les résultats du covoiturage, par exemple via une enquête mobilité qui aurait été réalisée au sein de l'entreprise, et aussi de communiquer les aides financières accessibles aux covoitureurs. Donc on a par exemple l'aide de 100 € pour les primo-covoitureurs qui existe, mais aussi l'aide qui marche sous le format 1 € de l'État pour les covoitureurs pour 1 € de la collectivité, donc mise en place en aide pour les covoitureurs.
Il faut aussi, bien sûr, l'engagement de tous les acteurs de l'entreprise en faveur du covoiturage, que ce soit la direction, mais également les managers et les salariés. Pour cela, en 2024, il y a une charte d'engagement du gouvernement qui a été créée et que les employeurs peuvent donc signer et qui attestera donc la mise en place de démarches en faveur du covoiturage, que ce soit des aides, des solutions et une démarche d'amélioration continue. Enfin, des aménagements pour le covoiturage peuvent être déployés, tels que des places de stationnement réservées aux covoitureurs, également des voitures de secours. Donc, si un covoiturage pour le trajet retour travail-domicile est annulé, par exemple, il ne faut pas laisser le collaborateur sans solution, et aussi une sécurisation des abords de l'entreprise. Autre mobilité partagée, donc comme le covoiturage, on a la solution de l'autopartage. L'autopartage qui est également défini par le Code des transports, et qui consiste à avoir accès à un véhicule pour un trajet de son choix, pour une durée limitée, bien sûr, sans être propriétaire de ce véhicule, et donc d'avoir un véhicule partagé. On va avoir deux types d'autopartage qui existent. Tout d'abord, la flotte d'autopartage en B2B, donc mise en place par un opérateur d'autopartage qui va gérer la flotte pour les salariés. Ou deuxième solution, la flotte d'autopartage mutualisée, qui peut être mutualisée donc avec d'autres entreprises à proximité, avec des particuliers, mais également avec des collectivités situées aux alentours. Les actions qui peuvent faciliter le développement de l'autopartage, ce peut être, comme pour le covoiturage, la mise en place d'une plateforme pour la réservation des véhicules. Cette plateforme, elle peut être en ligne, mais également via un tableau d'affichage ou auprès d'une personne qui serait référente pour l'autopartage. Et là aussi, on peut avoir différentes mesures de promotion de l'autopartage via des événements, de la communication et par exemple des aides financières comme la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement à un service d'autopartage. Je vais maintenant repasser la parole à Claire qui va continuer donc sur les véhicules électriques et la politique de recharge qui peut être mise en place par l'employeur. En effet, outre les obligations de prééquipement et d'équipement en borne de recharge, là, dans les bonnes pratiques, il faut vraiment avoir une vraie politique de recharge des véhicules électriques. Il faut l'instaurer comme une car policy habituellement. Là, ce sera une upload policy, je ne sais pas, peut-être peut-elle avoir ce titre. Pour commencer, on a vu qu'il y avait des obligations réglementaires, mais on peut quand même interroger ses collaborateurs pour savoir s'il y a des besoins supplémentaires en bornes de recharge électrique pour voir leurs besoins réels de bornes de recharge. Ensuite, il faut choisir si la recharge, elle est aux frais du salarié ou de l'entreprise. Une entreprise peut choisir d'offrir ses recharges sur le site aux salariés. Fiscalement, ça aura des différences, mais voilà, c'est une possibilité. La borne de recharge, on le sait, elle doit être installée dans le parc de stationnement de l'entreprise, mais lorsqu'on est dans le cas d'un véhicule de fonction, un véhicule électrique, la question se pose d'installer ou non la borne également au domicile du collaborateur et de savoir si d'ailleurs c'est une location de la borne, un achat de la borne. Il y a plein de conditions différentes et on peut aussi envisager même lorsque le collaborateur part de l'entreprise, savoir s'il rachète ou non la borne en voulant garder ce véhicule électrique si ça l'intéresse. Ce qu'il faut déterminer pour le site, en tout cas, c'est les instructions pour réguler l'utilisation des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Car ce qui se voit dans certaines entreprises, c'est qu'il y a des voitures tampons, c'est-à-dire que les collaborateurs viennent avec leur véhicule électrique. Par peur de ne pas avoir assez d'énergie le soir, ils vont mettre tout de suite leur véhicule sur des emplacements pour les bornes de recharge chargées. Si le système n'est pas assez évolué, ça ne va pas indiquer aux collaborateurs que la charge est faite et les autres collaborateurs qui ont un véhicule électrique et qui vont venir après ne vont pas pouvoir recharger leur véhicule. Donc il y a vraiment des instructions à avoir là-dessus. Certaines bornes permettent d'avoir des alertes ou alors il faut que la personne qui est chargée de la recharge en entreprise prévienne qu'il y a un système, enfin un process pour prévenir la personne que la recharge est faite de son véhicule et vienne garer la voiture sur un autre emplacement. Donc voilà, on a vu les modèles de financement, l'accès à l'utilisation et en effet avoir un responsable au sein de l'entreprise qui, bien souvent, peut être le directeur de l'environnement de travail puisque c'est lui qui a la main sur le bâtiment, sur la maintenance et donc souvent en termes de mission, il a aussi celle-ci qui lui est dévolue.
Les véhicules de fonction, alors vous voyez voiture et vélo. Laura vous a parlé un petit peu des flottes de vélos, que ce soit autopartage, service ou vélos de fonction. Donc c'est vrai qu'il est possible d'avoir des flottes de vélos, des vélos de fonction, à l'instar des véhicules légers. Soit l'entreprise les achète en propre ou en leasing, hein, comme les véhicules de fonction. C'est une solution alternative à cette voiture de fonction et il y a une appétence particulière, par certains collaborateurs, notamment dans les générations les plus jeunes. Dans ce cas, pour les vélos, la responsabilité de l'entreprise, c'est de faire identifier ces vélos, c'est une obligation depuis la loi LOM, et également d'assurer, ces vélos. Pour les voitures, c'est assez traditionnel, c'était un des avantages qui était présenté, notamment chez les cadres, d'avoir une voiture de fonction. Ce qui est peut-être un peu moins maintenant, mais ça reste encore un des avantages, recherchés dans certains postes. Soit la prise de poste, maintenant on peut proposer un véhicule électrique directement ou alors c'est lors du renouvellement, de la flotte qu'on va proposer un véhicule électrique, le référent mobilité proposer des véhicules électriques. Et ce qui arrive, c'est la crainte des salariés avec ce véhicule de fonction qui du coup, à l'inverse du véhicule de service, ils vont pouvoir l'utiliser pour leurs usages personnels. Ils ont peur l'été pour leur déplacement de vacances de ne pas pouvoir faire leur trajet de vacances avec un véhicule électrique. Une des pratiques en entreprise, c'est donc de coupler ce véhicule électrique, véhicule de fonction, à un crédit mobilité pour leur permettre de louer une autre voiture pendant, les vacances. Je redonne la parole à Laura pour, les derniers slides. Merci Claire. Donc, de façon plus globale, donc pour synthétiser un petit peu, donc il va être essentiel d'informer et de sensibiliser les collaborateurs sur le sujet des mobilités durables, donc en les sensibilisant aux modes de transport propres qu'on a pu voir précédemment, aux solutions qui existent pour réduire l'impact environnemental de leur déplacement de domicile-travail et aux aides financières et aux soutiens qu'ils ont à disposition pour se tourner vers ce type de mode de transport. L'employeur peut aussi proposer des formations à l'éco-conduite à ses salariés, donc des formations sur leurs pratiques de conduite qui auront un bénéfice, que ce soit dans le personnel ou bien sûr dans le professionnel, ce qui est le but premier recherché. Ces formations, elles permettront donc de réduire la consommation de carburant des collaborateurs, de limiter les émissions de gaz à effet de serre lors de leur déplacement et également, elles ont un aspect sécurité avec une diminution du risque d'accident de la route. Lors de ces formations, le moniteur va prodiguer un certain nombre de conseils aux collaborateurs, que ce soit concernant la pression des pneus des véhicules, tout ce qui va être suppression des charges inutiles au sein des véhicules, également tout ce qui concernera la conduite, donc avoir une conduite souple, réduire la vitesse de déplacement par exemple. Dernier point, il peut être utile donc de nommer un référent mobilité durable au sein d'une organisation, donc suivant la taille de l'organisation et ses besoins en matière de mobilité. Ce référent mobilité durable, il aura pour mission de faire vivre le plan d'action mobilité durable et d'accompagner les salariés individuellement dans leurs pratiques et dans leurs évolutions de leurs pratiques sur les déplacements domicile-travail pour aller vers des modes actifs, de la mobilité douce, des mobilités partagées, des véhicules électriques, etc. Ce qu'on peut préciser tout de même sur le référent mobilité durable, c'est que ça peut être une personne qui fait partie du service HSE, du service RH, du service de la direction de l'environnement de travail, mais ça peut aussi être toute personne qui est compétente sur le sujet ou qui a un attrait vraiment pour le sujet des mobilités durables. Ce référent mobilité durable, il aura donc pour mission de communiquer tout ce qui est aide financière existante en matière de mobilité. Donc, on vous a répertorié ça sur ce petit schéma, donc avec les 4 aides principales. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'articulation entre les aides financières obligatoires et les dispositifs facultatifs ou volontaires qui existent. Donc, c'est important de comprendre les différents dispositifs de cumul qui viennent donc vraiment soutenir l'intermodalité en matière de mobilité durable. Donc, on va avoir le remboursement de l'abonnement au transport en commun qui lui est obligatoire, le FMD qui est facultatif et la prime transport et l'indemnité kilométrique voiture qui sont également des dispositifs facultatifs. Donc, on vous a mis les règles de cumul dans ce petit graphique.
Dernier point, donc pour les entreprises, les collectivités et les associations aussi, elles peuvent être directement récompensées via un concours, le Talent de la marche et du vélo. Donc c'est un concours annuel mis en œuvre par le Club des villes et des territoires cyclables et marchables, qui vise donc à valoriser les initiatives en faveur de la marche et du vélo. Et donc les entreprises, associations ou collectivités peuvent bénéficier d'un soutien financier et technique pour promouvoir les actions qu'elles mettent en œuvre dans leurs organisations. Donc voilà, on va avoir fait le tour de cette thématique mobilité durable. On va vous ouvrir un troisième et dernier sondage. Donc, on va vous demander sur quel sujet prévoyez-vous des actions par rapport au thème qu'on vient d'évoquer dans la partie bonne pratique. Est-ce que vous prévoyez des actions sur tout ce qui est télétravail et tiers-lieux, comme l'a évoqué Claire, sur tout ce qui est marche, vélo, EDPM, transport collectif, des actions en matière de covoiturage, d'autopartage, de politique de recharge ou bien de véhicules de fonction. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour répondre à ce sondage et on va prendre quelques questions. Au vu du nombre de questions, on fera un FAQ qui vous sera envoyé dans les prochains jours. Vous pourrez également télécharger le support que vous aurez en même temps que cette FAQ. Donc, si on prend un petit peu les questions que vous avez. Alors, en matière de PDME commun, uniquement si on est sur un même site ou possible sur une même zone d'activité, exemple zone industrielle. En effet, donc le PDME commun, ça peut être pour des employeurs situés dans une même zone d'activité que d'autres entreprises. Donc pas uniquement sur le même site, enfin même site et aussi même zone d'activité. On peut avoir un PDME commun, ce qui peut en effet s'avérer plus pratique. Autre question, une décision unilatérale de l'employeur peut-il être rappelée au moment des NAO? Une négociation est-elle d'office obligatoire? Alors ça va être la négociation qui est obligatoire dans un premier temps. Si on n'a pas d'accord lors de cette négociation, uniquement si on n'a pas d'accord, un PDME sera établi. Après, quand vous parlez de une négociation est-elle d'office obligatoire? Oui, là, et quand vous parlez de décision unilatérale, on revient un petit peu ensuite au sujet du forfait mobilité durable. Donc, pour le forfait mobilité durable, on a aussi une négociation dans un premier temps. Si on n'a pas de négociation, là également, on a une décision unilatérale de la part de l'employeur. On continue à regarder vos questions. J'en avais vu une sur l'abonnement de transport en commun. Bonjour. Est-ce qu'à partir du moment où l'employeur prend en charge les 50% d'abonnement de transport en commun, il peut considérer avoir rempli son obligation de mise en place d'un plan de mobilité employeur? Eh bien non, c'est pas suffisant. La prise en charge de l'abonnement de transport en commun est obligatoire, c'est une chose, mais l'obligation de PDME, donc qui a lieu uniquement si on n'a pas d'accord au terme des négociations annuelles obligatoires, le PDME doit contenir un certain nombre de mesures en faveur des mobilités durables et bien sûr doit aller au-delà de cette obligation de prise en charge de l'abonnement de transport en commun. On ne peut pas se satisfaire de cette seule mesure pour répondre à l'obligation de PDME. En plus, bien sûr, la prise en charge est obligatoire que pour les transports en commun. Le PDME doit s'intéresser à d'autres modes de transport, bien évidemment, en plus des transports en commun. Il doit s'intéresser au vélo, à la marche, aux modes de transport partagé, covoiturage, autopartage, tout ce qu'on a pu voir précédemment. En effet, donc le FMD est bien venu remplacer l'indemnité kilométrique vélo et pas l'indemnité kilométrique voiture. Si j'ai dû faire un lapsus sur cette slide-là, mais donc oui, c'est bien l'indemnité kilométrique vélo qui a remplacé le forfait mobilité durable. Concernant l'exonération de 75% pour les transports en commun, on va se renseigner, on vous répondra au plus vite dans la foire aux questions qu'on vous enverra par mail prochainement. Vous n'avez pas parlé des scooters et motos électriques.
Si vous pouvez être un petit peu plus précis sur cette question. Si on n'en a pas parlé précisément, c'est qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Après, bien sûr, il existe des bonnes pratiques comme pour tous les modes de transport dits propres. Quels sont les impacts d'une recherche financée par l'entreprise vs le collaborateur? Sur ce point, bien sûr, le fait que la recherche soit financée par l'entreprise, ça donne une bonne image de l'entreprise. Ça va améliorer la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail de l'employeur, du salarié, pardon. Et ça va vraiment participer à la politique de mobilité durable de l'entreprise. Donc c'est pas une obligation, mais ça peut être une bonne pratique qui va favoriser la QVCT. Claire, je ne sais pas si tu avais d'autres questions auxquelles tu voulais répondre. Oui, je vais juste prendre la main sur une question. Existe-t-il un moyen pour géolocaliser des salariés? Pas à ma connaissance. Alors, ce que je suppose que c'est par rapport au diagnostic des trajets de domicile-travail que vous posez cette question. Sinon, je vous remercie de préciser si c'est un autre axe, mais non, à part avoir les adresses déclarées par vos salariés, vos collaborateurs, il n'y a pas d'autre moyen. Et au-delà de ça, sur le sujet de la géolocalisation, c'est tout un sujet de contentieux, parce que c'est très encadré par la loi, la géolocalisation, que ce soit des véhicules comme des collaborateurs. Il y a des conditions très strictes pour géolocaliser les véhicules, et donc les lieux d'habitation, non, c'est suivant ce que vous déclarent les salariés. Alors, avec toutes mes excuses, on avait oublié de fermer le deuxième sondage, donc on revient sur ce petit point. Vous avez principalement mis en place des aménagements de parking en lien avec les vélos pour 20%, des aménagements de parking en lien avec les véhicules électriques pour la même proportion, des actions de verdissement de vos flottes et le forfait mobilité durable, ainsi que la politique de déplacement professionnel. Donc, c'est des actions qui sont pas mal mises en place. Et dans une moindre mesure, le plan de mobilité employeur pour 8% d'entre vous. Pour votre secteur, que j'avais oublié de clôturer, vous êtes à 94% du secteur privé, 6% du secteur public. Et enfin, sur les sujets que vous prévoyez pour vos actions, je ferme le vote et je vous les partage. Vous voulez mettre principalement en place du covoiturage à 20%, le vélo, et ensuite viennent la politique de recharge, les véhicules de fonction et le télétravail et les tiers-lieux. Je pense qu'on a... Je regarde le chat. Alors, je reprends juste une dernière petite question qui vient d'arriver. Quand on est dans un bâtiment qui héberge différentes entreprises, comment faire pour obtenir l'installation de racks à vélo dans le parking? C'est obligatoire pour tous les bâtiments professionnels. Oui, en effet. Alors, de ce que je comprends de votre situation, c'est un bâtiment qui est multi-occupant. Dans ces cas-là, pour remplir l'obligation, ça va être à votre bailleur, à votre propriétaire de ce bâtiment, de voir avec lui pour qu'il mette en place ce rack pour les vélos. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour votre attention. Le support, contrairement à ce que je vous indiquais, va être téléchargeable à partir du moment où le webinaire sera terminé. Vous allez recevoir le replay ainsi que le FAQ dont vous parlez, Laura, que nous allons vous transmettre d'ici quelques jours. Merci beaucoup, bonne journée et profitez bien de cette semaine européenne de la mobilité durable. Merci à tous, bonne journée.